Si le serment est violé, est-ce qu'il y a des conséquences juridiques qui sont prévues? Dans le texte constitutionnel, comme je l'ai annoncé, la réponse, on n'a pas de réponse, parce que le texte est silencieux sur la question. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est le principe de l'irresponsabilité du président de la République qui prévaut. Finalement, la violation du serment n'entraîne aucune conséquence juridique, si on lit strictement les dispositions de la Constitution. Il faut faire du droit comparé pour s'en convaincre. Bénin, Niger, Côte d'Ivoire. En cas de parjure, que cela soit qualifié de haute trahison, et que je subisse les rigueurs de la loi, article 53 in fine, 53 in fine et 50 in fine, respectifs de la Constitution du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Niger. Au Niger, la violation du serment est une haute trahison. Il faut donc ajouter à l'article 37 que la violation du serment constitue une haute trahison. Il faut considérer que la violation du serment est une haute trahison en donnant aussi un contenu à la haute trahison. Je fais un clin d'œil, permettez-moi l'expression, au professeur Sow, au professeur Ibrahima Diouf, qui ont travaillé sur la responsabilité du chef de l'État et sur la haute trahison. La haute trahison, on a une définition, monsieur le professeur Maurice, qui est contenue tout simplement à l'article 131 de l'avant-projet de la Constitution qui avait été proposé. Très intéressante. Mais le président à l'époque avait considéré que ce n'était pas nécessaire d'introduire ça dans la Constitution révisée en 2016. Rapidement, le texte disait ceci. Il y a haute trahison lorsque le président de la République est reconnu coupable de fausses déclarations sur l'exclusivité de sa nationalité sénégalaise, Maguette Ferdinand, n'est-ce pas? Ou d'autres faits constitutifs de violation de son serment. Lorsqu'il est reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, de crimes de sang, de malversation, de corruption, d'enrichissement illicite ou de prise illégale d'intérêt. Il y a haute trahison. Au Niger, la haute trahison est retenue lorsque les intérêts de la nation sont compromis dans la gestion des ressources naturelles. En RDC, il y a haute trahison, article 165 de la Constitution, en cas de violation grave et caractérisée des droits de l'homme, corruption, délit d'intérêt, etc. Madagascar, on connaît l'affaire Zafi, on connaît l'affaire Eri, qui ont conduit à des sanctions en Afrique du Sud. La Cour constitutionnelle sud-africaine, dans sa décision du 31 mars 2016, avait estimé que le président de la République a violé ses obligations constitutionnelles et le condamne à rembourser le coût déraisonnable des dépenses publiques détournées à son profit. Et même mieux, dans le nouveau texte constitutionnel, il y a tout de même de nouvelles infractions qui s'assimilent à la haute trahison et qui permettent d'engager la responsabilité du chef de l'État. Je pense tout simplement à l'atteinte à l'honneur, à la probité, etc., qui sont des catégories connexes. Il faut donc tout simplement rééquilibrer l'article 37 de la Constitution. La formule n'a pas évolué du tout. C'est une formule relativement vieille qui date de 63, alors qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles exigences démocratiques relatives à la lutte contre la corruption, à la dépolitisation de l'administration. On y reviendra plus loin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mentionner le délai du serment pour provoquer. Quand est-ce que le président doit prêter serment? Quand est-ce que le président doit prêter serment? Ce n'est pas indiqué dans la Constitution. Il est juste dit que le président de la République prête serment. Dans d'autres pays, on vous dit 48 heures après l'élection, parfois 30 jours. Ici, la Constitution est silente. Réécrire la formule du serment, formule à adapter pour encadrer et limiter les pouvoirs du président de la République. Dans la Constitution de la République centrafricaine, le président en prêtant serment jure de ne jamais briguer un troisième mandat. Il est vrai que l'article 27 de la Constitution a réglé le problème. Bon, quoique, en changement, malgré le verrouillage, si on change de Constitution, le débat peut encore se poser. Introduire les nouveaux sujets de droit constitutionnel dans le serment, les ressources naturelles, Moustapha, les droits fondamentaux. On a vu qu'il y a une violation massive des droits fondamentaux. Introduire la limitation des mandats dans le serment. Introduire la dépolitisation de l'administration. Monsieur le professeur Maurice parlait de faire attention dans le projet. Ne pas tomber ne pas revenir sur les erreurs du passé. C'est la Constitution du Congo qui parle de dépolitisation de l'administration lorsque le président prête serment. Ajoutez enfin que la violation du serment constitue une haute trahison. À côté de la prestation de serment, il y a un autre aspect très intéressant. Vous avez deviné que je fais finance publique. Je m'intéresse particulièrement à cette question.
parce qu'il s'agit de la déclaration de patrimoine. C'est le deuxième mouvement. Oui, c'est la déclaration de patrimoine. C'est le deuxième mouvement grand de l'exigence de déclaration de patrimoine. Deux idées. Deux idées. Le sens, le silence. Le sens, c'est quoi? La redevabilité est liée à la déclaration de patrimoine. La déclaration de patrimoine, c'est de la redevabilité qui a un fondement méta-juridique. En déclaration de patrimoine, c'est la conscience du gestionnaire qui est interpellée. Le président, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a déclaré son patrimoine. Mais cela ne lie pas vraiment le texte juridique. C'est une déclaration en amont. D'ailleurs, ça se fait dans certains pays, hein, comme en Algérie ou au Cap-Vert, où les candidats déclarent le patrimoine. Mais là, on attend la déclaration de patrimoine du président de la République qui n'est pas encore faite. Mais il n'y a aucune sanction qui est prévue. Il n'y a aucune réglementation qui est prévue. La déclaration de patrimoine ou déclaration de situation financière permet donc de lutter contre l'enrichissement illicite et de sanctionner les écarts injustifiés du patrimoine ainsi que l'acquisition illicite de richesses personnelles. Qu'est-ce qu'il faut déclarer? Le périmètre est très large. Les comptes bancaires courants. Il faut déclarer les collections d'objets d'art. Il faut déclarer les fonds de commerce, les effets à recevoir, les propriétaires bâtis, non bâtis, etc. Le champ est assez large. Je me suis posé la question à savoir si seulement c'est le président qui doit déclarer ou son entourage familial, comme cela se fait dans certains pays, où la déclaration de patrimoine est élargie à la famille présidentielle. C'est une question sur laquelle peut-être on pourra revenir dans les discussions. Donc le sens de la déclaration de patrimoine, c'est de renforcer la reddition des comptes, c'est de renforcer la transparence. Tout le monde sait que tous les États de la CEDEAO, à l'exception du Cap-Vert, sont mal notés, sont dans la zone rouge, c'est-à-dire des États à forte corruption. L'OFNAC a montré que 93% des Sénégalais, rapport 2018 en ligne, disent connaître une fois au moins des cas de corruption. Le sens donc, c'est la reddition des comptes. Mais ce sens n'est pas clarifié lorsqu'il y a des silences qui engendrent des violations de la norme. Premier silence, quand est-ce que le président doit déclarer? Au Mali, au Niger, la déclaration de patrimoine intervient 48 heures après la cérémonie d'investiture. Je sais que nous devons provoquer. Nous nous dit que le président vaut l'impératif, mais quand? Il faut préciser le délai de déclaration. Au Burkina, c'est lors de la cérémonie d'investiture, le président déclare son patrimoine. Dans certaines constitutions, c'est 30 jours avant la prestation de serment, avant, et 1 mois après la fin du mandat. Premier silence. Deuxième silence, en cas de déclaration inexacte, c'est quoi la conséquence? Est-ce qu'il y a une sanction? Est-ce que c'est une haute trahison? Troisième silence, mise à jour de la déclaration de patrimoine. Dans certains pays, au Niger, chaque année, il y a une mise à jour constitutionnelle de la déclaration de patrimoine. Silence, qui contrôle la déclaration? Quand le président de la République dépose sa déclaration, qui contrôle? Dans certains pays, il y a l'administration fiscale qui est associée au contrôle de la déclaration de patrimoine. Troisième question, exigence, ou quatrième, ou silence, exigence constitutionnelle de publier, et cette fois-ci, tout le patrimoine des ministres de l'exécutif, et de le mettre en ligne. C'est ça la démocratie et la transparence. La déclaration de patrimoine, silence, concerne la prise de fonction et non la fin de. Est-ce qu'on connaît actuellement le patrimoine du président sortant? Parce qu'il n'y a pas une disposition de la Constitution qui le clarifie. Le champ de la déclaration de patrimoine, silence. Dans certaines constitutions de régime présidentiel, la déclaration de patrimoine concerne tout le patrimoine familial. Tout le patrimoine familial, les biens du conjoint selon le régime matrimonial, les enfants mineurs et les enfants même majeurs à la charge du couple. Pour finir, au total, il faut réécrire l'article 37 pour être en phase avec ce qu'on a appelé le projet. S'inspirer des bonnes pratiques, s'inspirer de l'AGI. Il faut donc renforcer la financiarisation de la Constitution. Il faut aller vers un état de droit financier. Monsieur le modérateur, cher public, je crois que le temps de parole qui m'était parti est bouclé. Je vous remercie de votre attention.